un amiral de la marine américaine, qui aurait ordonné à l'armée américaine de tirer une deuxième fois lors d'une attaque contre un prétendu bateau de drogue, va fournir un briefing classifié aux principaux législateurs du Congrès à Capitol Hill. L'amiral Frank Bradley, commandant du commandement des opérations spéciales des États-Unis, sera interrogé jeudi lors d'un moment potentiellement crucial dans l'enquête sur la manière dont le secrétaire à la Défense, Pete Haggs, a géré l'opération militaire dans les eaux internationales près du Venezuela. Les questions se sont multipliées pour savoir si la frappe aurait pu violer la loi. Les législateurs cherchent maintenant un compte-rendu complet des frappes après qu'un rapport du Washington Post ait affirmé que Bradley avait ordonné une attaque contre 2 survivants le 2 septembre. Arrêtez tout ce que vous faites maintenant, car c'est le moment qui pourrait définir tout l'avenir juridique de Trump et potentiellement sa présidence. Un enregistrement vient d'être diffusé en audience publique lors de son procès sur les documents classifiés. La propre voix de Trump, ses propres mots, admettant sur bande qu'il avait en sa possession un document militaire classifié dont il savait parfaitement bien qu'il ne pouvait pas le déclassifier après avoir quitté la présidence parce qu'il n'était plus en fonction. Le jury a littéralement eu un soubresaut audible lorsqu'il a entendu résonner dans la salle d'audience. Un gasp étouffé. Plusieurs jurés ont eu des réactions audibles que les journalistes présents dans la salle ont pu entendre et décrire. On pouvait pratiquement sentir l'onde de choc traverser la salle d'audience alors que la voix reconnaissable de Trump emplissait la pièce, disant des choses que ses avocats ont passé des années à soutenir qu'ils n'avaient jamais dites, jamais crues et n'auraient jamais pensé. Ce n'est pas le témoignage indirect de quelqu'un racontant ce qu'il pense se souvenir avoir entendu il y a des années. Ce n'est pas un document contesté que des experts doivent analyser et interpréter pour en déceler des significations cachées. C'est Trump lui-même, enregistré apparemment sans savoir que cela deviendrait public, reconnaissant nonchalamment qu'il conservait des informations militaires secrètes qu'il n'avait absolument aucun droit légal de posséder. Et cela détruit complètement chaque argument de défense que son équipe juridique a soigneusement construit pendant des années. Il est essentiel de comprendre ce qu'il y a sur cette bande, car les mots spécifiques importent énormément pour comprendre pourquoi c'est si dévastateur. Trump est dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, en juillet 2021. Il est hors fonction depuis environ 6 mois à ce stade, ayant quitté la Maison-Blanche en janvier. Il rencontre des gens dans son club et semble montrer fièrement une sorte de document militaire qu'il a gardé en partant, exhibant simplement des documents classifiés de sécurité nationale à quiconque se trouvait dans la pièce. Et voici ce qu'il dit, et je vous donne ses propres mots de l'enregistrement qui a été diffusé en audience publique pour que le jury l'entende. Il dit « C'est une information secrète. C'est hautement confidentiel. » Il reconnaît ouvertement que ce qu'il tient est un document classifié. Et puis il dit la partie vraiment dévastatrice qui donne envie à ses avocats de se glisser sous la table et de disparaître. Il dit « En tant que président, j'aurais pu déclassifier ça, mais maintenant je ne peux plus. Maintenant je ne peux plus. » Laissez ces mots pénétrer un instant. C'est Trump lui-même admettant sur bande qu'il savait qu'il n'avait plus le pouvoir de déclassifier des documents parce qu'il n'était plus président. C'est Trump lui-même reconnaissant ouvertement que ce qu'il détenait était toujours classifié et le resterait parce qu'il ne pouvait plus rien y faire. C'est Trump lui-même détruisant complètement tout l'argument juridique que ses avocats ont avancé, qu'il avait un ordre de déclassification magique permanent, ou que les présidents peuvent déclassifier des choses rien qu'en y pensant, ou qu'il croyait sincèrement que tout ce qu'il avait pris était correctement déclassifié. Ses propres mots prouvent sans l'ombre d'un doute qu'il connaissait la vérité, et la vérité est qu'il détenait illégalement des informations classifiées de sécurité nationale et qu'il le comprenait parfaitement bien. Un enquêteur privé a témoigné et a diffusé cet enregistrement pour le jury le 10 octobre 2025. Le ministère public l'avait obtenu légalement grâce à la coopération fédérale lors de l'enquête Jack Smith qui examinait la gestion des documents classifiés par Trump. Les avocats de Trump ont tenté désespérément de le supprimer avant qu'il ne soit diffusé, déposant des requêtes d'urgence, invoquant des violations du privilège et de la confidentialité avocat-client et toutes sortes d'objections procédurales conçues pour empêcher le jury d'entendre jamais ces mots dévastateurs. Rien n'a fonctionné. Le juge a soigneusement examiné leurs arguments, les a jugés non convaincants et a statué que l'enregistrement était admissible comme preuve. Et quand ces mots accablants ont résonné dans la salle d'audience, quand les jurés ont entendu l'ancien président admettre nonchalamment qu'il détenait du matériel classifié qu'il savait ne pas pouvoir déclassifier, la réaction a été immédiate, visible et audible. Les journalistes présents dans la salle d'audience ont décrit des membres du jury poussant littéralement un « gasp » étouffé à ce qu'ils entendaient sortir des haut-parleurs. Ce n'est pas un comportement normal des jurés à qui l'on ordonne de rester neutre et impassible. C'est le son viscéral d'une affaire potentiellement en train de se décider en temps réel, alors que la propre confession enregistrée de Trump s'imprime dans l'esprit des personnes qui détermineront son sort. Cet enregistrement n'est pas nouveau au monde. Ce n'est pas comme s'il venait d'être découvert hier. ABC News l'a d'abord obtenu et a rapporté son contenu en juin 2023 lors de la phase initiale de l'enquête.
Mais l'entendre diffuser formellement dans une salle d'audience comme preuve admise dans un véritable procès pénal est complètement différent que d'en lire des comptes rendus dans les journaux. Cela fait désormais officiellement partie du dossier probatoire dans une poursuite fédérale. C'est maintenant quelque chose qu'un jury assermenté a entendu de ses propres oreilles et doit prendre en considération lorsqu'il délibère pour savoir si Trump a conservé volontairement des documents classifiés, sachant parfaitement qu'il n'avait aucun droit légal de les garder. Et sa propre voix vient de le leur dire en des termes aussi clairs que possible. Il savait exactement ce qu'il faisait et comprenait parfaitement bien qu'il ne pouvait plus déclassifier ces documents. Les procureurs qualifient cela de preuve qui change la donne. Et honnêtement, cette description pourrait même être un euphémisme. Cela pourrait être la preuve qui met fin à l'affaire et rend la condamnation virtuellement inévitable. Quand l'accusé confesse essentiellement sur bande les éléments clés du crime, il ne reste pas beaucoup de place pour un doute raisonnable dans l'esprit de jurés impartiaux. Détaillons précisément ce qu'il y a dans cet enregistrement, pourquoi il est si important d'un point de vue juridique et ce que cela signifie pour l'affaire des documents classifiés de Trump et pour toute sa présidence. Car c'est véritablement énorme et tout le monde doit comprendre ce qui vient de se passer dans cette salle d'audience. Examinons les détails de cet enregistrement et voyons pourquoi il est si absolument dévastateur pour la défense juridique de Trump dans l'affaire des documents classifiés. Pour bien comprendre pourquoi le jury a eu un sursaut audible en l'entendant, vous devez comprendre les arguments spécifiques que les avocats de Trump avancent depuis des années et apprécier comment ce seul morceau de bande démolir chacun d'entre eux en environ 15 secondes d'audio. L'affaire des documents classifiés contre Trump a toujours tourné autour d'une question juridique clé que le ministère public doit répondre par l'affirmative pour obtenir une condamnation. A-t-il sciemment et volontairement conservé des informations classifiées de sécurité nationale après avoir quitté la présidence? Le gouvernement doit prouver qu'il savait qu'elles étaient classifiées et a consciemment choisi de les garder malgré tout, bien qu'il n'ait plus aucune autorisation légale pour les posséder. L'équipe de défense de Trump a attaqué sans relâche cet élément de connaissance et d'intention depuis que l'enquête est devenue publique, essayant de créer un doute raisonnable sur ce qui se passait dans l'esprit de Trump. Leurs arguments au fil des années ont été créatifs, je leur accorderai cela. Ils ont affirmé que Trump avait émis un ordre permanent de déclassification alors qu'il était encore en fonction, déclassifiant automatiquement tout ce qu'il emportait avec lui en quittant la Maison-Blanche en janvier 2021. Ils prétendent que les présidents ont une autorité absolue et sans contrôle pour déclassifier les documents qu'ils veulent juste en décidant de le faire, même mentalement sans aucun processus formel, documentation ou notification à qui que ce soit. Ils ont soutenu que Trump croyait sincèrement et véritablement que tout ce qu'il avait pris avait été correctement déclassifié par l'exercice de ses pouvoirs présidentiels avant son départ. Ils ont affirmé qu'il y avait une ambiguïté suffisante sur le statut de classification de ces documents pour créer un doute raisonnable sur son intention et sa connaissance lorsqu'il les a gardés. Fondamentalement, toute leur stratégie juridique était conçue pour troubler les eaux autant que possible sur ce que Trump savait réellement et quand il le savait réellement. L'enregistrement de Bedminster fait voler en éclats chacun de ces arguments. C'est Trump lui-même qui parle en juillet 2021, 6 mois complets après avoir quitté la présidence, tenant ce qu'il décrit lui-même comme un document militaire et reconnaissant ouvertement plusieurs faits absolument critiques qui détruisent totalement sa propre défense légale. Premièrement, il reconnaît explicitement que le document qu'il tient est classifié. Il l'appelle « information secrète » et « hautement confidentielle », utilisant exactement le genre de langage qui démontre la conscience du statut de classification. C'est Trump lui-même confirmant sur bande qu'il connaissait le statut de classification de ce qu'il tenait et montrait aux gens. Il n'était pas confus ou ne se trompait pas sur le fait que cela ait été correctement déclassifié par un ordre permanent. Il savait que c'était encore secret. Il l'a lui-même qualifié de secret. Deuxièmement, et c'est l'aveu vraiment fatal qui fait se réveiller en sueur froide les avocats de la défense, il reconnaît explicitement qu'il ne peut plus déclassifier le document parce qu'il n'est plus président. En tant que président, j'aurais pu déclassifier, mais maintenant je ne peux plus. Relisez ces mots attentivement. C'est un aveu direct et sans ambiguïté que Trump comprenait que son autorité de déclassification avait complètement pris fin lorsque sa présidence s'est terminée en janvier 2021. Il savait qu'il ne possédait plus le pouvoir légal de changer le statut de classification de quelque document que ce soit. Ce pouvoir appartenait désormais au nouveau président, pas à lui. Et pourtant, malgré cette compréhension parfaitement claire de la situation juridique, il avait toujours ces documents classifiés en sa possession. Il les montrait toujours nonchalamment à des gens dans son club de golf privé. Il les gardait toujours à Bedminster et plus tard à Mar-a-Lago au lieu de les rendre aux agences gouvernementales à qui ils appartenaient réellement et qui en avaient besoin. Cet enregistrement prouve la connaissance et l'intention. Les éléments clés que les procureurs doivent établir, de la manière la plus directe et irréfutable possible selon la loi, par les propres mots sans détour de l'accusé capté sur bande. Trump ne peut absolument pas prétendre avec sérieux qu'il pensait que tout était correctement déclassifié alors qu'il existe un enregistrement de lui reconnaissant qu'il ne pouvait plus déclassifier les choses parce qu'il n'était pas président.
Trump ne peut pas invoquer l'ambiguïté ou la confusion sur le statut de classification alors qu'il existe un enregistrement de lui qualifiant spécifiquement le document de secret et hautement confidentiel. Trump ne peut pas prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu innocent sur des procédures bureaucratiques compliquées, alors qu'il existe un enregistrement de lui montrant nonchalamment des documents militaires classifiés à des gens dans son club privé tout en reconnaissant ouvertement les contraintes légales qu'il violait. Le jury n'a pas besoin de s'appuyer sur le témoignage de témoins dont la crédibilité et la mémoire pourraient être attaquées par la défense lors du contre-interrogatoire. Il n'a pas besoin d'interpréter des preuves circonstancielles qui pourraient théoriquement pointer dans de multiples directions selon la façon dont on les regarde. Il a la propre voix de Trump sur bande leur disant exactement ce qu'il savait et exactement quand il le savait. C'est la norme absolue de preuve dans toute affaire criminelle, et les procureurs l'ont en leur possession et l'ont maintenant fait entendre au jury. L'enquêteur privé qui a témoigné et diffusé l'enregistrement en audience publique l'avait obtenu grâce à une coopération fédérale légitime lors de l'enquête Jack Smith sur la gestion des documents classifiés par Trump. L'enregistrement semble avoir été capturé par quelqu'un qui était présent à la réunion de Bedminster, peut-être un écrivain, un chercheur ou un assistant qui travaillait sur un projet avec Trump et avait un dispositif d'enregistrement en marche pour capturer leur conversation pour référence ultérieure. Quelle qu'en soit l'origine exacte, l'enregistrement s'est finalement retrouvé entre les mains des enquêteurs fédéraux qui ont immédiatement reconnu sa valeur probante extraordinaire et ont pris des mesures pour l'authentifier et le préparer pour le procès. Quand vous avez la cible de votre enquête criminelle qui confesse essentiellement les éléments clés du crime dont elle est accusée sur bande avec sa propre voix, c'est quelque chose autour duquel vous construisez toute votre poursuite. C'est la pièce centrale de l'exposition que tout le reste soutient. Et c'est exactement ce que les procureurs ont fait avec cet enregistrement dans l'affaire des documents classifiés. L'équipe juridique de Trump s'est battue extrêmement dur dans les coulisses et dans les dépôts judiciaires pour empêcher que cet enregistrement ne soit jamais diffusé au jury. Ils ont déposé de multiples requêtes pour supprimer la preuve, arguant qu'elle avait été obtenue par des communications qui devraient être protégées par le privilège avocat-client, que l'enregistrement violait d'une certaine manière les attentes de confidentialité, qu'il avait été capturé sans le consentement approprié de toutes les parties, et diverses autres objections procédurales et constitutionnelles conçues pour empêcher le jury d'entendre jamais ces mots dévastateurs sortir de la bouche de Trump. Le juge présidant l'affaire a examiné attentivement et méthodiquement tous leurs arguments et a rejeté chacun d'entre eux comme insuffisant pour exclure la preuve. L'enregistrement a été jugé correctement admissible en tant que preuve légalement obtenue directement pertinente pour la conduite criminelle reprochée. Il n'y avait aucun privilège avocat-client applicable, puisque ce n'était évidemment pas une consultation juridique confidentielle avec des avocats. C'était Trump montrant des documents classifiés à des gens au hasard dans son club de golf. Il n'y avait aucune violation du consentement selon les lois fédérales et nationales sur l'écoute électronique qui exigerait l'exclusion de la preuve. Toutes les objections de la défense ont été rejetées et l'enregistrement a été diffusé en audience publique pour que le jury et tous les autres présents l'entendent de leurs propres oreilles. Analysons cela pour comprendre ce que vous devez retenir de cet enregistrement et ce qu'il signifie pour la situation juridique de Trump et sa présidence à venir, car c'est véritablement un point de rupture potentiel dans l'une des affaires criminelles les plus significatives jamais intentées contre un président actuel ou ancien des États-Unis. Premier point. Cet enregistrement fonctionne essentiellement comme une confession qui va directement au cœur même des accusations criminelles auxquelles Trump fait face dans l'affaire des documents classifiés. L'affaire a toujours fondamentalement porté sur la conservation volontaire, le fait de garder sciemment des documents classifiés de sécurité nationale sans aucune autorisation légale pour les posséder. C'est ce que les statuts criminels pertinents exigent que le gouvernement prouve. Et les propres mots enregistrés de Trump sur cette bande établissent à la fois l'élément de connaissance et l'élément de volonté, au-delà de tout argument raisonnable que ses avocats de la défense pourraient éventuellement présenter à un jury rationnel. Quand Trump dit sur l'enregistrement que c'est une information secrète et hautement confidentielle, il établit directement sa connaissance du statut de classification des documents qu'il possédait. Il savait exactement ce qu'il avait entre les mains. Il n'était pas confus à ce sujet. Il ne pensait pas que c'était déclassifié. Il l'a lui-même qualifié de secret. Quand Trump dit « En tant que président, j'aurais pu déclassifier, mais maintenant je ne peux plus », il établit directement sa connaissance qu'il n'avait plus aucune autorité sur ces documents et qu'ils restaient entièrement classifiés malgré le fait qu'ils soient en sa possession personnelle. Il savait qu'il ne pouvait plus les déclassifier. Il savait qu'ils étaient encore secrets. Il savait que ses pouvoirs présidentiels avaient pris fin. Quand Trump a néanmoins continué à détenir et à montrer ses documents classifiés à des gens malgré cette connaissance parfaitement claire, il établit la volonté, un choix conscient et délibéré de conserver du matériel classifié qu'il savait parfaitement bien qu'il n'avait aucun droit légal de garder. Chaque élément que le ministère public doit prouver pour obtenir une condamnation est là, dans les propres mots de Trump captés sur cet enregistrement. Vous ne pourriez pas demander de preuves plus nettes ou plus accablantes de culpabilité criminelle, même si vous la conceviez en laboratoire spécifiquement pour le condamner.
Les avocats de la défense peuvent certainement essayer de contextualiser l'enregistrement ou de soutenir que Trump parlait de manière vague ou hyperbolique ou ne voulait pas vraiment dire ce qu'il a clairement et sans ambiguïté dit sur la bande. Mais les jurés sont des adultes intelligents et ils savent ce qu'ils ont entendu de leurs propres oreilles. Ils ont entendu l'accusé reconnaître que le document était classifié en le qualifiant de secret. Ils l'ont entendu reconnaître qu'il ne pouvait plus le déclassifier parce qu'il n'était plus président. Ils ont entendu la preuve qu'il a continué à posséder et à montrer ces documents à des gens dans son club de golf malgré tout. Il n'y a tout simplement aucune explication innocente qui fasse disparaître ces faits obstinés, peu importe la créativité des avocats de la défense dans leur plaidoirie finale. Trump ne faisait pas une sorte de blague sur les pouvoirs de déclassification. Il ne parlait pas d'hypothèses ou de suppositions. Il exprimait sa compréhension réelle et véritable de la situation juridique dans laquelle il se trouvait. Et cette compréhension était qu'il faisait quelque chose qu'il n'avait plus l'autorité de faire et qu'il le faisait quand même parce qu'il le voulait. C'est la conscience de la culpabilité de Manuel Scholer, capturée pour toujours sur un enregistrement audio. Deuxième point. Cette bande détruit complètement et totalement les divers arguments de déclassification que l'équipe juridique de Trump a avancés en public et dans les dépôts judiciaires depuis des années. Et cela importe énormément parce que ces arguments étaient absolument centraux dans toute sa stratégie de défense et sa théorie de l'affaire. La théorie de l'ordre permanent de déclassification qu'ils ont maintenue est totalement morte et enterrée. Si Trump avait vraiment cru que tout ce qu'il avait pris de la Maison-Blanche était automatiquement déclassifié par un ordre général qu'il avait émis, pourquoi dirait-il sur bande qu'il aurait pu déclassifier ce document particulier, mais qu'il ne pouvait plus maintenant parce qu'il n'était pas président? Il ne reconnaîtrait aucune limitation de son pouvoir de déclassification s'il croyait qu'aucune telle limitation n'existait réellement. La déclaration n'a de sens que s'il savait qu'il n'y avait pas d'ordre permanent et que ces documents restaient classifiés. La théorie de la déclassification mentale, selon laquelle les présidents peuvent soi-disant déclassifier les documents qu'ils veulent rien qu'en y pensant, sans aucun processus, paperasse ou notification à qui que ce soit, est également complètement morte. Trump distingue explicitement sur la bande entre ce qu'il pouvait faire en tant que président en fonction et ce qu'il peut faire maintenant qu'il est un simple citoyen, démontrant clairement qu'il comprenait que la déclassification est un processus formel réel avec de réelles limitations légales directement liées au fait de détenir réellement la fonction présidentielle. Une fois que vous quittez vos fonctions, ce pouvoir disparaît. Il le savait et l'a dit à haute voix sur l'enregistrement. La théorie de la défense par le malentendu innocent est complètement et totalement morte à l'arrivée. Ce n'est pas un enregistrement de quelqu'un qui était confus sur des procédures de classification compliquées ou qui s'appuyait sur de mauvais conseils juridiques ou qui a commis une erreur honnête sur ce qu'il était autorisé à garder. C'est quelqu'un qui comprend clairement et précisément la situation juridique dans laquelle il se trouve et qui s'en moque simplement parce qu'il veut garder le document militaire classifié cool qu'il exhibe pour impressionner les gens. Chaque récit et théorie alternative que la défense a fait planer au fil des ans est désormais exclue et éliminée par les propres mots enregistrés de Trump. C'est finalement ce qui rend cet enregistrement si totalement dévastateur pour ses perspectives juridiques. Ce ne sont pas des procureurs caractérisant l'état d'esprit de Trump sur la base de preuves circonstancielles que des avocats de la défense compétents pourraient potentiellement réinterpréter de multiples façons. C'est Trump lui-même disant directement au jury quel était son véritable état d'esprit à ce moment-là, en des termes clairs et sans ambiguïté captés sur audio. Les jurés n'ont pas besoin de spéculer ou de deviner ce que Trump savait ou croyait au sujet de ces documents. Il le leur a dit directement de sa propre voix. Et ce qu'il leur a dit, c'est qu'il savait que le document était classifié, qu'il savait qu'il ne pouvait plus le déclassifier et qu'il l'a gardé malgré tout. C'est essentiellement la fin de la partie pour toute stratégie de défense construite autour de la confusion, du malentendu ou de la croyance de bonne foi en une déclassification. Troisième point. La réaction visible et audible du jury à la diffusion de cet enregistrement est un très mauvais présage pour les chances d'acquittement de Trump à ce procès. Les jurés reçoivent des instructions soigneuses des juges pour rester neutres tout au long des procédures et évaluer les preuves de manière impartiale et objective sans tirer de conclusions hâtives. On leur dit explicitement de ne pas réagir émotionnellement aux témoignages ou aux pièces à conviction. Ils sont censés garder un visage de poker et réserver leur jugement jusqu'aux délibérations. Mais quand plusieurs jurés ont un sursaut audible en entendant l'accusé confesser essentiellement le crime dont il est accusé, cela indique aux observateurs de procès expérimentés que la preuve a eu un impact persuasif absolument énorme. Ce sont les personnes réelles qui décideront du sort juridique de Trump, et leur réaction immédiate et involontaire à l'écoute de sa voix enregistrée a été la surprise et le choc face à ce qu'il admettait ouvertement sur sa connaissance et sa conduite. Les avocats de procès expérimentés et les observateurs juridiques savent que l'on peut souvent lire comment une affaire se déroule en observant attentivement les réactions du jury aux éléments clés de preuve lorsqu'ils sont présentés. Quand les jurés se penchent en avant avec intérêt, prennent des notes détaillées, échangent des regards significatifs entre eux, froncent les sourcils avec inquiétude ou réagissent de manière audible d'une manière ou d'une autre,
cela signifie généralement que quelque chose de significatif se produit dans leur évaluation interne de l'affaire. Avoir un sursaut audible à l'écoute d'un enregistrement de l'accusé confessant essentiellement est à peu près la réaction la plus forte et sans ambiguïté que vous puissiez jamais observer de la part d'un jury dans n'importe quel procès. Cela suggère fortement que l'enregistrement les a frappés comme une révélation majeure, comme quelque chose qui transforme fondamentalement leur vision de l'affaire et de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. Les avocats de la défense qui assistent à cela en temps réel doivent être extrêmement inquiets de ce que cette réaction du jury signifie pour les perspectives d'acquittement de leur client. Une fois qu'un jury a eu ce genre de réponse viscérale, instinctive, à une preuve puissante de culpabilité, il est extraordinairement difficile de le faire revenir en arrière lors des plaidoiries finales avec un discours technique sur les normes de doute raisonnable, les dépassements du ministère public et la présomption d'innocence. Le mal causé par cet enregistrement pourrait déjà être fait de manière permanente dans l'esprit de ces 12 personnes qui décident du sort de Trump. Quatrième point. Cet enregistrement se connecte directement au schéma plus large d'illégalité et de dissimulation qui émerge dans toute l'administration Trump et renforce puissamment tout ce que nous avons suivi dans ces vidéos. Nous avons la procureure générale Pam Bondi qui aurait détruit des proches du ministère de la Justice après qu'un tribunal lui ait ordonné de les produire. Nous avons le président de la Chambre Mike Johnson remis à sa place par un tribunal fédéral pour avoir bloqué la transparence sur Epstein en manipulant la disposition des sièges au Congrès. Nous avons les décrets de Trump abrogés à plusieurs reprises par les tribunaux pour excès de pouvoir inconstitutionnel. Nous avons des articles de destitution en attente, citant l'obstruction à la justice et l'abus de pouvoir. Et maintenant nous avons Trump lui-même capturé sur bande, démontrant exactement le genre de mépris nonchalant pour les contraintes et règles légales qui caractérisent tout le reste de ce qui se passe dans son administration. Il savait parfaitement bien qu'il n'était pas censé avoir ces documents classifiés. Il savait qu'il ne pouvait pas les déclassifier. Il les a gardés quand même et les a montrés pour impressionner des gens dans son club de golf. Ce n'est pas un écart de jugement ponctuel ou une erreur isolée. C'est un schéma de comportement cohérent de la part de quelqu'un qui croit véritablement au fond de lui que les règles ne s'appliquent tout simplement pas à lui et qu'il peut faire ce qu'il veut. L'affaire des documents classifiés a toujours été significative en soi parce qu'elle implique des informations sensibles de sécurité nationale qui pourraient véritablement nuire au pays si elles tombaient entre de mauvaises mains ou étaient compromises par des adversaires étrangers. Mais elle importe aussi en tant que partie importante de l'histoire plus large qui émerge sur la relation fondamentale de Trump avec l'état de droit et les contraintes légales à son pouvoir. Il traite les obligations légales comme des suggestions facultatives à contourner chaque fois que c'est pratique plutôt que comme des exigences contraignantes qui s'appliquent à lui comme à tout le monde. Toute son administration reflète cette même attitude de dédain dans tous les domaines. Bondi aurait détruit des preuves quand un tribunal lui a ordonné de les produire. Johnson manipule les procédures du Congrès pour bloquer des votes de transparence, qu'il n'aime pas. Trump garde des documents classifiés qu'il sait parfaitement bien ne pas pouvoir légalement posséder et les montre à des gens au hasard. C'est tout le même schéma fondamental. Croire que le pouvoir signifie ne jamais avoir à suivre les règles qui contraignent tous les autres. Où cela nous laisse-t-il alors que cette affaire historique se dirige vers sa conclusion? Nous avons un enregistrement du président Trump reconnaissant sur bande qu'il possédait des documents classifiés qu'il savait ne pas pouvoir déclassifier. Nous avons un jury qui a eu un sursaut audible lorsqu'il a entendu ses propres mots diffusés en audience publique. Nous avons des avocats de la défense dont les théories soigneusement construites ont été démolies par les propres déclarations enregistrées de leurs clients. Nous avons des procureurs avec la preuve la plus solide possible de conservation volontaire et la propre confession de l'accusé lui-même, dans sa propre voix. Nous avons cette bombe qui tombe au milieu d'une cascade d'autres scandales impliquant la destruction de preuves, la manipulation du Congrès, les réprimandes judiciaires et les abus de pouvoir systématiques. Et nous avons une administration qui semble de plus en plus fonctionner complètement en dehors de l'état de droit, tout en s'attendant à ce que tous les autres soient liés par des contraintes légales. Le procès sur les documents classifiés n'est pas encore terminé. Il reste un processus juridique à terminer, des plaidoiries finales à prononcer, des délibérations du jury à mener et un verdict à formellement rendre et annoncer. Mais la diffusion de cette bande en audience publique pourrait bien avoir été le moment décisif qui détermine finalement comment toute cette affaire se termine. Quand l'accusé confesse sur bande les éléments clés du crime dont il est accusé, les jurés condamnent presque toujours parce qu'il n'y a tout simplement plus rien à discuter. Et quand ils condamnent un président en exercice pour avoir volontairement conservé des informations classifiées de sécurité nationale après avoir quitté ses fonctions, cela entraîne des conséquences qui s'étendent bien au-delà du prétoire. Nous surveillerons de près chaque développement alors que cette affaire se dirige vers sa conclusion historique. Restez à l'écoute, car la fin de cette histoire entrera dans les livres d'histoire, quelle qu'en soit l'issue.